La suite de nos hors-séries consacrée aux véhicules électriques avec les voitures de nos chroniqueurs, voilà, tout simplement. Comme quoi, hein, on ne teste pas des voitures d'habitude. Hein. On avait fait une fois, en tout cas, on avait parlé longuement d'une Tesla il y a déjà quelques temps, même plusieurs années de cela, me semble-t-il maintenant. Ici, c'est de l'expérience personnelle, c'est du retour d'expérience, comme on a l'habitude de dire, de la part de nos chroniqueurs, et on va retrouver à cette occasion notre camarade Bruno. Attendez, je le cherche, j'ai perdu dans mes boutons. Ah, le voilà. Je suis au Luxembourg. Bruno au Luxembourg, qui nous avait parlé déjà de sa Smart électrique qu'il avait depuis 5 ans. Tu l'as toujours d'ailleurs ou Non. Tu l'as revendu depuis, d'accord. Je l'ai revendu. D'accord. Ça se revend bien, une voiture électrique de 5 ans? Oui, bizarrement, effectivement, ça se revend très bien. Oui, non, mais parce que Vrai, les gens, on peut avoir un a priori sur la durée de vie des batteries, mais ouais. je veux dire qu'en 5 ans, les batteries n'ont pas perdu en autonomie ou pas plus voilà. qu'elles n'auraient dû. Donc voilà, ça a tenu. On a peur que les gens ont que les batteries ne tiennent pas. Même pour une voiture déjà vieille, Oui, c'est ça. avec peu de technologie, ça a tenu. Hein. Peu de technologie, c'était les premières générations de voitures électriques, même si avec Adrien, rappelez-vous, leur série consacrée aux données techniques, la voiture électrique remonte à il y a très très longtemps. Hein, ça ne date pas d'hier cette histoire-là, mais d'un point de vue plus pratique, en tout cas, les véhicules électriques, c'est quand même plus récent et tu viens de faire l'acquisition de véhicules, je serais presque tenté de dire de l'année, enfin c'est un modèle assez récent, hein, me semble-t-il, la Kona électrique. Oui. Ça fait la Kona électrique. Voilà, juste reprendre un petit peu l'historique. À l'époque où j'ai acheté la Smart électrique, il n'y avait pas grand-chose de raisonnable pour mon porte-monnaie, on va dire, hein, parce que 2013 est l'année exacte où les premières Tesla Model S sont sorties. Mais j'avais pas plus de 100 000 euros à mettre sur une voiture comme ça, surtout que l'électrique, il n'y avait pas trop moyen d'en profiter. Il n'y avait pas encore tout ce réseau de recharge, superchargers de Tesla, par exemple. Il n'y avait pas d'autres réseaux de recharge tout court ou très peu. Ouais. Donc, c'était les balbutiements de ce côté-là. Donc, voilà, j'ai fait l'impasse sur Tesla. J'ai suivi Tesla sur tout le développement. J'ai testé toutes les Tesla. Et est venu le moment cette année-ci de me dire, voilà, je veux remplacer le véhicule conventionnel que j'ai plus la Smart électrique par un véhicule unique qui me permettra de faire tout ce que je fais avec les deux véhicules. Donc, des courts trajets, d'être full électrique, bien entendu, pas une hybride, et de permettre de temps en temps de faire des trajets un peu plus longs pour aller à un aéroport ou en déplacement professionnel. Donc, voilà, raisonnablement, sans vouloir faire un road trip de toute l'Europe, de faire quand même des déplacements qui me permettent de faire cela sans trop me tracasser la tête au niveau de recharge. Donc de la voiture de ville, comme on disait, par rapport à la Smart citadine, etc., t'es passé à la voiture, on va dire, plus familiale. On va dire ça comme ça. Familial sans être familial. Donc voilà, les véhicules de nos jours et les véhicules électriques de nos jours ont de plus grandes batteries. Ouais. Ça veut dire que la taille de véhicule automatiquement doit être en conséquent assez grand pour tenir une batterie de cette taille-là. Donc c'est pour ça que les Tesla, il n'y a pas de petites Tesla. Oui. Il faut avoir la place sous le châssis pour avoir ces batteries. Qu'on s'entende bien, quand je disais familial, c'est plus voiture plus un peu à tout faire, quoi. C'est ça que je veux dire. Un peu de route, un peu de ville, un utilitaire. Voilà. On parle de nos jours. Boulot, ouais. Voilà, on parle un peu aussi de nos jours de SUV ou de crossover. J'aime pas trop le terme SUV, mais crossover, on est en plein dedans. Crossover étant une voiture qui de taille moyenne, comme par exemple, allez, on parle toujours de la Golf. Qu'est-ce que ça nous donne une idée de grandeur? C'est une taille comme la Golf, comme la Peugeot 208, 308, quelque chose comme ça, de cette taille-là. Mais en crossover, ça veut dire un peu plus haut. Donc, c'est tout à fait idéal pour justement avoir une hauteur de batterie sous le plancher, ce qui explique pourquoi beaucoup de constructeurs pensent à ce genre de véhicule-là pour des véhicules électriques. Le véhicule que j'ai choisi, en l'occurrence, c'est la Hyundai Kona électrique, n'est pas un véhicule à la base que électrique, donc il existe en version normale, mais il a été conçu, pensé déjà pour une version électrique, donc ce qui favorise un petit peu le concept de véhicule. Donc moi,
j'ai vraiment regardé l'état des lieux actuel du marché, comparé tout ce qui est comparable, essayé tout ce que je pouvais essayer. J'avais quelques a priori, quelques prérequis plutôt. C'est un véhicule que je devais avoir tout de suite. Ouais. C'est un véhicule qui devait être plus ou moins raisonnable au niveau du prix, donc pas coûter 150 000 € comme les Tesla Model S tel que je l'ai configuré moi. Tu avais un plafond? Tu t'es fixé un plafond ou comment l'ordre de 50 000 €, ce qui est quand même un budget conséquent, oui, je l'accorde. Ouais. Mais si on veut avoir une batterie de taille au-dessus de la moyenne, on va dire de l'autonomie psychologique qu'on doit avoir dans un véhicule électrique, et cette autonomie psychologique, c'est démontré que on doit avoir plus ou moins 400 km, 350-400 km d'autonomie réelle pour aller au-delà de la range anxiety que les gens ont, donc de dire, voilà, je vais pouvoir rouler sans trop me tracasser. Effectivement, c'était aussi le but, c'est de faire Luxembourg-Bruxelles, aller-retour, sans devoir la recharger, par exemple. Mais donc, il faut que ce soit 450 km réel, pas théorique, pas en roulant à 80 km/h, mais en faisant de l'autoroute par tous les temps, en hiver et en été. Ouais. Donc voilà, ce choix-là a limité le choix possible de véhicules qui pouvaient entrer en ligne de mire pour mon choix. Je me suis arrêté sur trois modèles finalement. Ouais. C'était d'une part, une Tesla, la Tesla Model 3. Ouais. Qui finalement a été éliminée parce que déjà, elle n'est pas disponible tout de suite ou n'était pas disponible quand j'ai choisi ce véhicule-là. Et malheureusement, le prix annoncé par notre ami Elon Musk était quand même un petit peu un coup de pub parce qu'on était largement au-dessus des 50 000 €. On se rapprochait plutôt des 70 000 € pour avoir un petit peu d'équipement. Et la batterie, parce que les Tesla Model 3 à 35 000 $ comme ils l'annoncent, c'est avec une version beaucoup plus petite de la batterie, ou plutôt une version bridée de la batterie, parce que ça c'est encore pire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils brident leur voiture pour la vendre moins cher, et si tu veux la débrider, tu dois repayer la différence. Oui, c'est ça. Ça c'est Tesla. Bon, ou alors il faut qu'il y ait une tornade. Quand il y a une tornade, ils peuvent la débrider à distance, il paraît, pour pouvoir faire plus de kilomètres pour s'échapper de la tornade. C'est arrivé au Texas l'année passée, chez certains possesseurs de Tesla. Je me rappelle de ça. C'est vrai. Après Tesla, c'est très technologique. Tu l'as déjà dit dans une autre série. Mais moi, je suis quand même un petit peu old school. J'aime bien mes petits boutons physiques. Donc la Tesla, c'est bien. Mais une Model 3, je sais pas si vous voyez la voiture, mais il y a une tablette au milieu de la voiture. Il n'y a plus aucun autre contrôle, ni écran physique, ni bouton physique. Donc moi, ça me gênait un petit peu quand même de faire confiance, même si je suis informaticien, de faire confiance à un écran. Je sais que ça peut tomber en panne. Donc il y a pas mal de boutons sur la Hyundai. J'aime bien les boutons. J'aime bien toucher. Donc c'est très bien. Donc quelques chiffres. Il y a deux versions de la Kona électrique. J'ai choisi la Kona électrique avec la plus grande batterie. Elle existe en 39 kWh et elle existe en 64 kWh utile. Donc j'insiste aussi sur ce fait-là parce que souvent, et ça c'est peut-être pour ceux qui veulent choisir un véhicule électrique, c'est important à savoir. Si vous prenez par exemple une Nissan Leaf, qui est le véhicule électrique le plus vendu en Europe, ils annoncent par exemple une batterie de 40 kWh. Ok. Mais en fait, ils vont n'en utiliser que 36, 37. D'accord. Donc, il y a un petit peu de réserve et un petit peu de perte possible. Ici, Hyundai a pris le parti pris de dire on a une batterie de 64 kWh utile. En fait, la batterie, il y a des testeurs qui ont estimé que la batterie, elle a fait en fait 70 kWh. Okay. Donc, avec cette même réserve-là, on a effectivement utile 64 kWh. C'est comme quand Apple nous vend un iPad avec autant de gigas de mémoire. En fait, finalement, une fois que le système il prend la moitié, il ne reste plus grand-chose. C'est un peu la même comparaison. C'est un peu la même comparaison, ou quand on te loue un appartement de 70 mètres carrés et qu'il n'en fait sous toiture que 54, quoi. Voilà. Et donc, ça se répercute. Donc, une batterie comme ça, avec un rendement, une consommation quand même assez faible. La consommation d'une Smart était 12 kWh au 100 km. Ma première voiture. 14,3 kWh. 14,3 pour un véhicule qui fait le double du poids, qui est beaucoup plus haute et qui transporte jusqu'à 5 personnes. Et quand même, voilà, il y a eu une évolution au niveau du rendement des moteurs électriques assez important, avec une puissance accrue aussi, 204 chevaux. C'est une puissance agréable pour un véhicule très confortable, très confortable. Et donc une autonomie réelle, parce que là, du coup, maintenant, on commence à avoir des normes réelles sur les autonomies. La WLTP, c'est une norme qui va être calculée par des testeurs humains. D'accord. Pas des machines, c'est pas des calculs, testeurs humains indépendants qui vont tester ça sur des conditions réelles
physique, donc sur la route, pas sur un circuit, sur la route. Donc là, l'autonomie annoncée est de 449 km réel. Ça va. J'ai moi-même pu tester cette autonomie-là sur autoroute, uniquement à une vitesse de 110-120 km/h, quand même raisonnable, on va dire. Oui. Mais j'ai pu atteindre quasi les 500 km d'autonomie. C'est ça. Ouais. Donc, il faut le rappeler, on ne roule pas avec un véhicule électrique comme avec un véhicule thermique. Moi, je me rappelle d'une journaliste qui avait testé une voiture, je pense que c'était une Renault. Elle était invitée par Renault, comme beaucoup de journalistes de télévision à l'époque. Et Renault avait affiché, je ne sais plus pour quel modèle c'était exactement, mais ils avaient affiché une certaine autonomie et donné les clés aux journalistes en disant allez vous balader, vous allez voir. Et la jeune journaliste qui avait l'habitude de rouler, à mon avis, avec un certain tempérament, n'est pas arrivée au bout du nombre de kilomètres qui avait été annoncé parce que sa conduite était un petit peu particulière, et quand le représentant de la marque lui a dit oui mais c'est parce que vous ne roulez pas bien, enfin il s'était peut-être mal exprimé aussi, il avait un petit peu vexé la journaliste qui disait mais enfin j'ai mon permis depuis 10 ans, je sais rouler. Donc mais c'est pas le fait de savoir rouler, parce que je pense que ça c'est le prérequis pour prendre le volant, mais c'est le fait que on ne roule pas avec une voiture électrique de la même manière, avec la même peut-être impulsivité ou autre qu'avec une voiture thermique. On peut rouler de la même manière, mais on va consommer de la même manière aussi. Si on roule avec une voiture thermique de la même manière, on va consommer plus aussi. On ne va pas atteindre les chiffres de consommation que le constructeur annonce. À la différence près, c'est que quand on a bien consommé avec un moteur thermique, on passe à la pompe et en 5 minutes, on a rempli le réservoir, on repart. Ici, 5 minutes, c'est... c'est juste le temps de vider le cendrier. Exactement. Exactement. Donc voilà, effectivement, on roule un peu différemment. Donc c'est quand même important d'avoir quand même des chiffres sur lesquels on puisse se repérer pour avoir une autonomie. Donc, la consommation est quand même un facteur clé. On a parlé du SCX, donc qui redevient à la mode. Effectivement, tous ces véhicules-là ont une particularité, c'est qu'ils sont ils tendent à être très aérodynamiques. D'ailleurs, la Kona, donc la Hyundai Kona, a été retravaillée pour qu'elle soit beaucoup plus aérodynamique que la Kona non électrique. C'est ça, ouais. Donc là, ils ont gagné vraiment en consommation. En lissant les phares, en lissant tout ce qui était aspérité, etc., les rétroviseurs. En fermant l'entrée air radiateur, par exemple, en mettant de l'air à un autre endroit pour, dans le cas de la Kona électrique, alimenter une pompe à chaleur, parce que ça, c'est un autre facteur de consommation assez important. C'est qu'une batterie en lithium, qui équipe tous les véhicules électriques de nos jours, a une température d'efficacité optimale qui tourne autour des 20-21 degrés. Donc en hiver, il va falloir chauffer la batterie, ça c'est une chose, mais en été, il va falloir la refroidir aussi. Donc voilà, c'est tous ces systèmes-là qui ont quand même fait qu'on a une belle évolution à ce niveau-là. Moi, j'ai une petite remarque aussi au niveau consommation, et ça, les nouveaux véhicules, ils donne pas mal d'informations au niveau de la consommation. Donc, l'électronique embarquée est important. On a beaucoup de retours par rapport à ce qu'on consomme et comment on utilise sa voiture. Les véhicules de nos jours peuvent nous dire quels éléments dans le véhicule. Il n'y a pas que le moteur qui consomme. Il y a l'électronique. Il y a un élément clé qu'on oublie souvent, c'est le chauffage et la climatisation qui va jouer. Et là, je l'ai testé moi-même sur ma voiture. Clim allumé ou chauffage allumé, ça consomme à peu près la même chose, mais ça va consommer jusqu'à 20% de l'énergie utilisée par le moteur. Donc, vous coupez le chauffage, ne serait-ce qu'un peu, les voitures sont quand même bien isolées, ou vous ouvrez les vitres un petit peu en été, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'augmenter l'autonomie. Donc, si je peux me permettre, ce côté-là. Pour s'en rendre compte, quand vous avez une voiture, même thermique, qui a des soucis d'alternateur et de recharge de batterie, coupez tout ce qui est inutile, genre chauffage, autoradio, etc. Vous allez voir, vous allez pouvoir quand même un petit peu rouler. Parce que c'est souvent, on n'y pense pas, parce que c'est tellement... ça reste allumé tout le temps, quoi. C'est tout le temps, les boutons sont toujours tournés. Donc, pensez à éteindre tout. Et donc, finalement, oui, c'est un nouveau réflexe. Enfin des anciens réflexes qu'il faut faire revenir, c'est de faire des économies d'énergie. Tout à fait. C'est la logique. Voilà. Donc après, il y avait les prérequis encore sur mon véhicule. Il fallait que j'ai une autonomie intéressante, donc 400 km ça l'était. Mais par contre, il faut aussi qu'au niveau de la recharge, ça soit un peu plus vite, parce que qui dit plus grande batterie dit plus de temps pour la recharger si on a exactement le même chargeur que sur une autre petite voiture. Donc là, ça a évolué pas mal. Donc, on a toujours de la recharge alternative qui va être limitée, forcément, par la puissance que nos réseaux électriques peuvent fournir. Donc, on est à du 220 volts, avec
même en 32 ampères, donc on va atteindre un maximum de 7,2 kW. Ouais. Donc, pour recharger une batterie de 64 kWh, il va falloir presque 10 heures. Ouais. Voilà, ça c'est un calcul très simple. 64 divisé par 7,2, bah, ça fait ça. Les bornes de recharge qu'on trouve de nos jours sont triphasiques, donc normalement, on aurait un voltage presque double, 400 volts aplatis, donc on pourrait recharger beaucoup plus rapidement, sauf que les constructeurs, pour un gain d'argent, pour des raisons économiques, n'ont pas intégré des chargeurs, des convertisseurs plus que monophasique sur la plupart des véhicules. Il n'y a que la Renault Zoé qui a un triphasique, mais tous les autres véhicules, finalement, ne vont se recharger qu'en monophase, en une phase, donc vont atteindre à nouveau maximum 7,2 kW sur les bornes, des bornes qui, en théorie, pourraient nous donner 22 kW, mais on n'en utilise qu'une des trois phases, donc on est exactement pareil qu'au niveau courant électrique domestique. C'est ça. Donc là, on n'a aucun gain. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire et c'est ce qu'a fait Tesla avec son réseau de superchargeurs, c'est de ne plus utiliser du courant alternatif, mais du courant continu, qui est directement le courant qui va pouvoir être utilisé par le chargeur de la voiture. Et là, on va pouvoir augmenter donc justement la puissance. Et là, on va apparaître maintenant. Donc les superchargeurs sont à du 150 kW de Tesla, donc courant continu. Et là, on commence à voir apparaître pour des chargeurs, donc non superchargeurs, des chargeurs de 100 kW, 150 kW et voire même 350 kW. La nouvelle Audi e-tron, comment on l'appelle, utilise ces 350 kW déjà, maximum, c'est pas en permanence. Donc pour recharger une batterie, on va pas donner toute l'énergie d'un coup. Au début, elles vont pouvoir charger rapidement et après ça va baisser assez rapidement de moitié, voire d'un tiers. Mais donc là, on a différents formats. Nissan a leur propre format qui s'appelle CHAdeMO. Ça va parler à ceux qui s'intéressent un peu à tout ça. Et l'autre format concurrentiel et qui est en passe de devenir le standard, c'est le CCS. C'est en fait un format complémentaire au type 2 Menneke. C'est la même prise, avec un petit ajout en dessous, des petits parties qui sont, elles, continues, et qui vont permettre donc de charger beaucoup plus vite. Ça se répercute comment? Par exemple, sur la Kona, je pourrais charger à 80% la batterie en une cinquantaine de minutes. D'accord. Le connecteur type 2, ôte-moi d'un doute, c'est le même qu'il y a sur les Tesla, non? C'est celui qui était proposé par Tesla et qui équipe beaucoup de voitures, je vais y arriver. Qui équipe beaucoup de voitures. Le type 2 est toujours le type de connecteur. Là, on parle d'une prise. Le type 2 Menneke, c'est juste la forme de la prise. Comme on a des formes de prise de courant en Europe différentes aux États-Unis. Donc, c'est la forme de la prise. Ça ne veut pas dire ce qu'il y a derrière. C'est juste la prise comme une prise USB. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, ce format de prise-là, c'est le même format que sur les Tesla, me semble-t-il. Tout à fait. Mais sur les nouvelles Tesla, maintenant, ils ont donc aussi la prise CCS. D'accord. Donc, c'est la même prise, finalement, que ce soit sur un chargeur superchargeur ou sur un autre chargeur normal. Parce que finalement, ce qui vient sur ces câbles-là, c'est du courant continu avec une différente puissance. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que les derniers chargeurs CCS, comme il y a beaucoup d'énergie qui passe par les câbles chauffent beaucoup, il y a une résistance qui se forme, ils sont refroidis à l'eau. Ces câbles-là, donc voilà, pour permettre une vitesse encore plus importante. On passe au prix, peut-être. Voilà. Le dernier élément, effectivement, une voiture quand même un petit peu plus raisonnable. Bon, j'ai pris quand même la voiture la mieux équipée au niveau de véhicules électriques. On se situe dans l'ordre de grandeur des 45 000 à 46 000 euros TTC au Luxembourg, mais là à nouveau j'ai pu profiter des 5 000 euros d'aide de l'État, donc ce qui fait une voiture à 41 000 euros. Pour l'équivalent technique, on va dire,
je dis bien technique, pas forcément esthétique, mais d'une Tesla Model 3, je trouve ça quand même un peu plus raisonnable. C'est beaucoup plus passe-partout aussi, hein, je vous dis. Oui, c'est ça. On se balade avec une Hyundai, on est beaucoup moins tape à l'œil qu'avec une Tesla. C'est ça, ouais. C'est ça. Et après, la Tesla reste une berline, alors qu'ici, on a un crossover qui est un peu plus populaire. Et j'ai aussi envie de dire que par rapport à des voitures classiques thermiques, type, tu citais Golf, Peugeot, enfin voilà, des 308, des Golf, machin comme ça, on est dans une fourchette de prix qui est encore, voilà, c'est un peu élevé, mais rappelons tout de même que c'est des voitures sur lesquelles il y a très très peu d'entretien. Très très peu d'entretien, très très peu de casse, et c'est des voitures qui finalement ont une durée de vie assez importante, parce que ce que font tous ces constructeurs-là, c'est qu'ils doivent rassurer les consommateurs au niveau des batteries, au niveau des garanties qu'ils donnent au niveau des batteries. Là, Hyundai donne 8 ans de garantie sur les batteries, donc ce qui vous permet au moins d'estimer que la durée de vie minimum de votre véhicule électrique sera de 8 ans. Et en 8 ans, on va pouvoir amortir quand même un véhicule de ce genre-là. Il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui commencent à passer à l'électrique, beaucoup de sociétés qui, forcément, au niveau de frais leasing, ont un fixe, et comme au niveau de coûts de maintenance et de casse, c'est très bas, donc il y a un intérêt financier vraiment à avoir ce genre de véhicule. Les entreprises, les collectivités, une voiture qui les moyens d'investir aussi, hein, parce qu'il faut. Voilà, c'est pas. Soyons clairs que c'est pas tout le monde qui va pouvoir investir encore aujourd'hui dans un véhicule électrique, mais ça commence quand même. Ça commence. Voilà. Disons que c'est la première génération où on se dit, voilà, c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent se permettre, surtout en calculant tout ce qu'on va gagner par la suite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau consommation aussi, on va gagner énormément. L'électricité est beaucoup moins chère que l'essence, et sera forcément toujours moins cher parce que les prix sont en train d'augmenter encore. Hein. Nous, on n'a pas fait ici le coût au kilomètre. On aurait pu le calculer. Oui, on est à peu près à 1-2 euros pour les 100 km. Oui, par 100 km. En roulant avec un petit peu de précaution, ça va se rapprocher des 1 euro aux 100 km. Donc, on est loin des presque parfois maintenant 10 euros aux 100 km. On voit bien, ça, pour un véhicule ça s'amortit pas de la même manière qu'une voiture traditionnelle, quoi. Hein, tout à fait. Voilà, l'inconvénient maintenant, c'est qu'avec tout cet engouement qu'il y a sur les véhicules électriques, ils n'avaient pas forcément prévu de produire autant de véhicules. On le voit avec Tesla, mais Hyundai, c'est pareil. Le grand concurrent de Hyundai sur ce domaine-là, qui utilise les mêmes batteries, les mêmes moteurs, c'est Kia. Sur les Kia, on a là en ce moment la Kia e-Niro, qui était l'autre véhicule que je considérais. Il y a 1 an d'attente dans la plupart des pays. Sur les Hyundai Kona électriques, on est aussi à 6-8 mois. Donc voilà, il faut déjà s'y prendre un petit peu à l'avance maintenant pour avoir un véhicule électrique rapidement. Oui, il faut en avoir l'usage aussi, il faut avoir, enfin voilà, on va pas rentrer de nouveau dans tous ces paramètres-là qui comptent également, hein. On peut se poser la question de savoir quel est l'usage aujourd'hui d'une voiture quand on vit en ville par exemple et qu'on a des transports publics qui fonctionnent, ce qui n'est pas le cas partout, soyons clairs. Voilà, il faut aussi un peu réfléchir à ça si on veut passer à quelque chose de plus léger en termes économiques. Il y a peut-être les transports en commun ou la voiture partagée. Il y a des voitures partagées électriques aussi, ça existe. Donc voilà, il y a d'autres opportunités que de faire l'acquisition d'un véhicule en propre. Oui. Ceci dit, quand on est en société ou indépendant, etc., ce sont des frais, voilà, ça se justifie aussi peut-être sur l'usage, sur la longueur, etc. Un mot de conclusion peut-être. Voilà, deux petits mots. Le choix du véhicule dépend beaucoup de l'usage. Donc, soit on n'a carrément pas besoin de voiture, ça c'est tout à fait possible. Soit on n'a pas besoin d'autant d'autonomie. Donc, réfléchissez bien à l'usage que vous en faites. Ne vous tracassez pas trop au niveau de la recharge, etc. Vous trouverez moyen, il y a moyen de tout bien planifier. Des grands constructeurs comme Smart, par exemple, on en a parlé avant, ils vont à partir de 2020 ne plus fabriquer du tout de véhicules conventionnels, donc que de l'électrique. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et de plus en plus de constructeurs vont être dans le domaine et ça va faire baisser les prix. La concurrence va faire baisser les prix de toute façon. Et moi, j'avais envie de rajouter encore un truc. On est deux grands bavards. Hein. Mais c'est de ne pas comparer, par exemple, les autonomies, le nombre de kilomètres à parcourir, etc., avec des véhicules à combustion. Pensez à votre usage, parce que finalement, on fait rarement, enfin, il y en a qui le font, hein, mais on fait, quand on vit en ville, par exemple, rarement 500 km dans la journée.
hein, soyons clairs. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font, mais il y a des gens qui veulent une voiture qui a une autonomie de 500 km parce que l'autre le faisait, mais ils n'en ont peut-être pas l'usage. Ils font peut-être que 200 km par semaine. Tu vois, c'est pour ça que je dis le rapport à l'ancien monde est quand même très différent. Donc il faut reprendre peut-être les priorités en main et se dire voilà quelles sont mes priorités, combien de kilomètres je fais par semaine, etc. Et arriver peut-être comme la conclusion que toi tu as eue ou que Stuff a eu d'arriver à ce type de véhicule. Stuff d'ailleurs on le retrouvera prochainement avec un autre hors-série avec l'avenir du véhicule électrique parce qu'il a un œil là-dessus aussi. Il sait déjà qu'il va peut-être faire l'acquisition encore d'un véhicule électrique, d'un autre peut-être ou en remplacement ou en complément parce que manifestement oui c'est vrai que quand dans une famille on a la possibilité d'avoir plusieurs véhicules, ben on peut panacher, dire voilà il y en a un qui fait de la ville, il y en a un qui fait de la route, on peut peut-être trouver comme ça de s'en sortir un petit peu différemment qu'avec deux véhicules identiques ou voilà. C'est pas toujours utile d'en avoir deux, mais des fois c'est nécessaire. Merci en tout cas Bruno pour cette découverte, ce petit retour d'expérience. On se retrouvera évidemment très bientôt pour encore parler véhicules électriques avec de grands bavards comme on a l'habitude de le faire. À très bientôt, n'hésitez pas, hein, les pouces vers le haut sur YouTube, les étoiles sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à commenter également et à partager avec vos amis. À très bientôt, au revoir.